Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des champignons mycorhiziens. Je suis avec Francis Martin. Bonjour. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter Corentin. et nous parler de votre parcours, s'il vous plaît? Ouais, je suis donc ici directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut français de la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On est au plein cœur d'un centre de recherche qui est dédié entièrement aux arbres. Donc on s'intéresse à la fois à la biologie des arbres et à l'écologie des forêts. Et évidemment, si on travaille sur les forêts, si on s'intéresse à la biologie des arbres, eh bien, il faut étudier les interactions entre ces arbres et un cortège de champignons qu'on appelle les champignons symbiotiques mycorhiziens. C'est-à-dire essayer de comprendre comment le monde des champignons est capable de dialoguer, d'interagir avec le peuple des arbres, et comment en fait ces champignons symbiotiques ont complètement bouleversé la vie des arbres, ont complètement bouleversé l'évolution des arbres, et que ces arbres dépendent totalement de ces champignons. Donc je me propose de vous faire découvrir un certain nombre de mystères et de secrets, comment les champignons parlent aux arbres. Comment avez-vous commencé à vous intéresser aux champignons? Oh, c'est une longue histoire. Ça fait très longtemps que je m'intéresse aux champignons, et en particulier à l'interaction des champignons avec les arbres. En fait, tout a débuté lors de mon projet de recherche dans le cadre de ma thèse de doctorat. J'ai rencontré deux scientifiques assez incroyables, assez extraordinaires. Pierre Gadal, qui était professeur de physiologie végétale ici à l'université de Nancy, et puis François Le Tacon, qui était spécialiste des sciences du sol, pédologue, on appelle ça, et qui était ici sur le centre de recherche de l'INRA à Nancy. Et ces deux scientifiques, un travaillant sur la forêt, l'autre sur la biologie des plantes, sur la physiologie des plantes, ils se sont dit, mais c'est incroyable, ça, il existe une interaction entre les arbres et les champignons. Et il y a 40 ans, on savait peu de choses sur le fonctionnement de ces interactions. Donc Pierre et François étaient mes tuteurs et m'ont demandé, dans le cadre de ma thèse de doctorat, de travailler sur cette interaction entre le pin noir d'Autriche, qui est un arbre extrêmement commun ici sur les plateaux calcaires, et puis les champignons symbiotiques, les champignons mycorhiziens du sol. Comment ces champignons mycorhiziens sont-ils capables d'améliorer la nutrition azotée des arbres? C'était vraiment la question qui m'était posée dans le cadre de mon projet de recherche. C'est comme ça que tout a commencé. Et donc j'ai travaillé pendant toute ma thèse, pendant 3-4 ans, sur ce mécanisme, comment le pin noir voit sa nutrition azotée améliorée, stimulée par les champignons mycorhiziens du sol. Et puis à l'issue de cette thèse, ils m'ont dit, écoute Francis, si tu veux poursuivre cette aventure avec nous, on peut te recruter à l'INRA. Et donc ça, c'était il y a à peu près 40 ans. J'ai passé le concours d'entrée à l'INRA et j'ai eu la chance d'être recruté, et en plus ici sur le centre de recherche de Nancy, où j'avais débuté, fait mes premières arbres sur cette interaction entre les arbres et les champignons. Et depuis 40 ans, plus de 40 ans maintenant, eh bien je travaille, j'essaie de comprendre comment cette symbiose mycorhizienne entre les arbres et les champignons fonctionne, quels sont les mécanismes qui permettent la reconnaissance des deux partenaires, quels sont les mécanismes qui permettent le dialogue entre les deux partenaires, quels sont les processus qui permettent à la racine de se transformer pour devenir une symbiose mycorhizienne, quels sont les gènes, les signaux, les protéines qui sont échangées. Et petit à petit, au-delà de la compréhension du fonctionnement de la symbiose, on s'est intéressé à l'écologie de ces champignons. Qui sont-ils? Où sont-ils dans la forêt? Comment leur communauté, leur population évolue avec le temps. Et donc, petit à petit, on a intégré une vision de biologiste avec une vision plus large d'écologue. Et maintenant, toute l'équipe, on est presque 80 maintenant dans le laboratoire, nous travaillons sur soit la biologie de la symbiose, à décortiquer les mécanismes fins qui permettent cette symbiose de fonctionner, mais aussi, plus largement, quel est le rôle de cette symbiose mycorhizienne dans le bon fonctionnement de la forêt. Et puis ces dernières années, pour terminer, eh bien, tous les programmes de recherche se sont développés pour essayer de prendre en compte l'impact du changement climatique sur les forêts, et en particulier sur cette symbiose entre les arbres et les champignons. Est-ce que les champignons mycorhiziens, est-ce que les champignons symbiotiques peuvent aider les plantes à s'adapter au changement climatique? Voilà, en gros, brossé largement, finalement 40 ans de recherche sur ces symbioses entre les arbres et les champignons. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un champignon mycorhizien? Alors les champignons, qu'on appelle également la fonge, l'ensemble des champignons,
Les mycologues, les spécialistes des champignons, appellent ce groupe d'organismes, ce royaume de la vie, appelé les champignons ou la fonge, regroupe tout un ensemble d'organismes qui partagent un certain nombre de propriétés à la fois avec les plantes et avec les animaux. Comme les plantes, ils sont entourés d'un exosquelette, leur cellule est protégée par une paroi, mais cette paroi, elle n'est pas faite de cellulose et de lignine comme les plantes, elle est faite de chitine comme les crustacés. Il y a toute une série comme ça de caractéristiques physiologiques, génétiques, morphologiques, qui fait que les champignons, ils ont été reconnus il y a à peu près maintenant 50 ans comme un royaume de la vie séparé des plantes et des animaux. D'ailleurs, les champignons, ils sont plus près des animaux que des plantes. Alors ces champignons, il y en a 5 millions d'espèces. Et on en a répertorié, tenez-vous bien, que 100 à 150 000. Donc en fait, il y a une diversité de champignons extraordinaire et on en connaît une toute petite partie. On en a nommé à peine 100, 120 000. Donc c'est tout un domaine de la vie qui nous reste presque inconnu. Et donc il y a beaucoup d'études qui sont faites aujourd'hui pour essayer d'inventorier cette diversité. Donc les champignons, on les a rangés dans des grandes catégories. Et en particulier, si on reste sur les champignons de la forêt, en forêt, on va trouver 3 grands groupes de champignons. Il y a des champignons qui sont dits décomposeurs. C'est ceux qu'on trouve souvent formant des consoles sur les arbres ou en train de coloniser les arbres morts ou qui digèrent les feuilles mortes. Moi, je les appelle les fossoyeurs de la forêt. C'est des champignons décomposeurs. Ils sont capables, on y retrouve les polypores, on y retrouve le pied bleu pour ceux qui sont amateurs de champignons, on y retrouve le coprin chevelu qui est également un champignon qu'on trouve dans les prairies bordant les forêts. Ce sont des champignons qui sont capables de découper, grâce à leurs ciseaux moléculaires, leurs enzymes, ils sont capables de digérer le bois et les sucres complexes de la paroi des végétaux. Donc ces champignons-là, ils ont un rôle clé. Il faut à peu près 40% des champignons qu'on va inventorier en forêt, ils ont comme rôle majeur de recycler les éléments nutritifs dans la forêt, de recycler le carbone. Chaque fois qu'une plante meurt, un arbre meurt, un animal meurt, il va être petit à petit digéré, décomposé, et il va retourner à ses éléments essentiels, il va être minéralisé. C'est-à-dire que l'arbre mort, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon l'endroit où on se trouve sur la planète, il va être complètement digéré, rendu pourri, se transformer en poudre, et petit à petit, les éléments nutritifs qui composent cet arbre, le carbone, mais aussi l'azote, le phosphate, le potassium, les microéléments, tous ces éléments digérés, transformés par les champignons, vont se retrouver dans l'humus du sol, vont constituer en fait l'humus. Il y a un terme que j'aime bien, on appelle ça la tisane du sol. C'est-à-dire que l'eau plus tous ces éléments nutritifs, issus de la décomposition et de la digestion des détritus végétaux, des arbres morts, du bois mort, des brindilles et des feuilles, eh bien c'est ça qui va alimenter la fertilité du sol. C'est donc un élément fondamental. Sans ces champignons-là, on aurait des kilomètres de détritus accumulant un peu partout, mais grâce à eux, ils digèrent ça, ils transforment, et la mort va donner la vie du sol. Ça, c'est un premier grand groupe de champignons. À peu près 40% des champignons dans nos forêts tempérées, aussi bien en Belgique qu'ici qu'en Lorraine, en France. Le deuxième grand groupe de champignons, c'est justement ces champignons symbiotiques, qu'on appelle mycorhiziens. Mycorhies, ils forment une symbiose, une racine transformée, une racine chimérique, qui est un mélange de tissu du champignon et de tissu du végétal, intimement liés au niveau de la racine. La racine est complètement transformée, et donc on appelle cette racine mycorhize parce que ça veut dire mycès, champignon, rhiza, racine. Donc une mycorhize, c'est une racine de champignon, une racine champignon, c'est vraiment le mélange des deux. Eh bien, cette symbiose va avoir un rôle clé, parce que pour chaque mètre de racine, on a quasiment 1000 mètres, 1 kilomètre de filaments du champignon. Il est associé à la racine, intimement lié. Les deux forment une structure nouvelle, un organe nouveau. Mais à partir de cette racine, de cette petite racine mycorhizée, il faut imaginer une petite radicelle, et vous avez comme une chaussette de champignons autour. Eh bien, à partir de cette racine mycorhizée, il y a tout un réseau de filaments fongiques qui va explorer le sol sur 10 cm, 50 cm, 1 mètre, voire plus. Et l'ensemble de cette toile, de ce réseau de champignons, de filaments fongiques, fait à peu près 1000 mètres. Donc pour chaque mètre de racine, vous avez 1000 fois plus de surface d'absorption. Donc c'est une formidable pompe à éléments nutritifs.
Et donc l'azote, le phosphate, le potassium, les microéléments qui sont dans la tisane du sol, alimentés par les champignons décomposeurs, c'est là-dedans que les champignons symbiotiques vont puiser les éléments nutritifs, les rapatrier le long de leur réseau mycélien vers la racine mycorhizée, et une partie, évidemment le champignon il en garde une partie pour lui, de ces éléments nutritifs, mais une part importante va être transportée, transférée à la plante, et participer à la nutrition de l'arbre, et du coup stimuler de façon formidable, de façon extrêmement importante, la croissance de l'arbre. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme fondamental, le rôle majeur de ces champignons symbiotiques. Donc les décomposeurs, qui alimentent la fertilité du sol, les mycorhiziens qui alimentent l'arbre, qui est indispensable au maintien, au bon fonctionnement de la forêt, et puis un troisième groupe de champignons, heureusement ils sont moins nombreux, c'est les champignons parasites, les champignons pathogènes, qui eux, s'embarrassent pas de dialoguer avec la plante, ils colonisent la plante, soit ses racines, soit ses feuilles, et ils sont capables de libérer des toxines, des poisons, qui tuent les cellules végétales, et ils se nourrissent en fait, ils mangent les sucres, le saccharose, le glucose, le fructose de la plante, après les avoir tués. Donc c'est vraiment les trois grands groupes de champignons, et puis un groupe de champignons qu'il ne faut pas oublier, mais qui joue un rôle écologique un peu moins important, c'est les lichens. En fait, les lichens, c'est également une symbiose entre des algues et des champignons, et ça forme ces croûtes sur les arbres, ou sur les rochers, ou un peu partout dans la forêt. Donc voilà, trois grands groupes de champignons qui ont tous un rôle écologique différent et complémentaire. Quelles sont les principales découvertes que vous avez faites sur les interactions entre les champignons mycorhiziens et les arbres? Alors en 40 ans, on a quand même le temps d'accumuler un certain nombre de résultats. Mais si je devais résumer l'ensemble de ces travaux, alors quand je dis on a trouvé des résultats, c'est évidemment pas uniquement moi en tant que chercheur, on travaille au sein d'une équipe, on collabore avec des étudiants en thèse, des étudiants en master, des chercheurs post-doctoraux, on a pas mal de collègues qui viennent de l'étranger, donc on forme une équipe, et l'ensemble de l'équipe s'intéresse à ces processus qui sont mis en place pour que la symbiose fonctionne, aussi bien la biologie de l'arbre que l'écologie des forêts. Alors peut-être le résultat, si je devais résumer en trois étapes majeures ces 40 dernières années, la première partie de mes recherches, en fait, ont démontré que ces champignons ectomycorhiziens, comme la manite tumouche, comme les russules, comme le lactaire tranquille, sont des champignons qui sont capables de dissoudre un certain nombre de composés du sol, d'accéder aux éléments nutritifs de la tisane du sol pour les rapatrier vers la plante. Et j'ai, dans mes travaux, démontré que la nutrition de la plante pouvait être stimulée par un facteur 2, 3, 4 par la présence du champignon. Et en plus, j'ai décortiqué, décrit l'ensemble des processus biochimiques, métaboliques qui permettent aux champignons d'absorber les éléments nutritifs comme le nitrate ou l'ammonium, de les transformer en acides aminés et de transférer ces acides aminés à la plante pour stimuler sa nutrition azotée et du coup sa croissance. Donc ça, c'était une première phase qui a duré pas loin de 10 ans, où on a, mon équipe a décrit les mécanismes physiologiques et métaboliques qui sous-tendent la stimulation de la nutrition de l'arbre par ces champignons-là. Et puis après, on s'est intéressé aux aspects plus... Donc on est dans les années 80, 90, et là, on s'est mis à étudier les gènes et à faire de la biologie moléculaire. Parce que la grande question qu'on se posait, c'était de savoir quels étaient les signaux échangés entre les deux partenaires, de manière à ce qu'ils sachent qu'ils étaient compatibles. Il faut que le champignon il approche la racine, et qu'au moment de l'approche, il perçoive un certain nombre de signaux qui sont émis par la racine pour lui dire « Ah, tiens, ça c'est un chêne. Ah, ça c'est un hêtre. Ah non, c'est un sapin. » Et en fonction des signaux qui sont émis, libérés par le système racinaire, chacun des champignons mycorhiziens va choisir son partenaire. Une fois qu'ils ont appris qu'ils étaient compatibles, à ce moment-là, le champignon il vient toucher la surface de la racine. Et là aussi, il y a des mécanismes moléculaires très compliqués qui vont un peu comme une clé et une serrure qui vont permettre ces processus, la reconnaissance des deux partenaires. Et si cette porte n'est pas ouverte, si ce mécanisme de reconnaissance n'est pas mis en place, à ce moment-là, la plante, elle considère le champignon qui veut rentrer dans sa racine comme un ennemi. Elle le repousse par des systèmes de défense très sophistiqués. Donc, les champignons mycorhiziens, ils ont appris à échanger des signaux
des petites protéines, des petites molécules qui sont échangées avec la plante pour dire « Eh oh, c'est moi, me rejette pas ». Et à ce moment-là, on a réussi en fait à isoler, à identifier un certain nombre de ces molécules, de ces composés qui sont libérés par le champignon pour permettre la pénétration de la racine et surtout empêcher les réactions de défense de la plante de se mettre en place. Parce qu'évidemment, si la plante se défend comme elle le fait face à un champignon parasite, eh ben la symbiose mycorhizienne ne pourra pas s'établir. Parce qu'il ne faut pas oublier que quasiment 50%, à la fin du processus de symbiose, quasiment 50% de la masse de la racine, c'est du champignon. Donc c'est énorme la quantité de mycélium qui est entrée dans la petite racine. Donc il faut vraiment que le champignon dialogue, échange des molécules, des composés qui lui permettent d'établir cet équilibre. Et donc on a identifié un certain nombre de ces composés qui permettent aux champignons presque de contrôler en fait sa pénétration de la racine. Et donc ça, c'était vraiment un résultat majeur. Et on s'est aperçu finalement que les champignons symbiotiques mycorhiziens utilisaient des mécanismes très proches des champignons parasites, des champignons pathogènes, et que les deux types de champignons sont capables de faire un coup d'état et de contrôler une bonne partie du fonctionnement de la racine pour pouvoir s'y installer. Et puis enfin, plus récemment, je dirais ces 10-15 dernières années, ce qu'on a vraiment beaucoup développé ici, c'est de mettre au point des outils d'empreinte ADN, un petit peu comme la police scientifique, on utilise les mêmes outils, on peut prélever 1 gramme de sol, l'équivalent d'une cuillère à café de sol dans la forêt, ou quelques racines d'un arbre, et grâce aux outils de la génétique, et en particulier des empreintes génétiques, des empreintes à ADN, on est capable d'identifier les espèces de champignons qui sont présentes. Dans 1 gramme de sol, en fait, on a presque 2000 espèces de champignons différents. Et grâce à ces outils, on est capable, extrêmement fin, extrêmement sophistiqué, on est capable d'inventorier la liste des champignons qui sont présents. Et quand on sait qui est là, on peut suivre, on peut revenir à chaque saison, on peut suivre l'évolution des populations et des communautés de champignons en fonction du temps, en fonction des saisons, ou en fonction de l'activité du gestionnaire de la forêt. Quand on fait une coupe rase, quand on éclaircit une forêt, quel est l'impact sur cette communauté de champignons mycorhiziens? Donc aujourd'hui, et ça c'est vraiment une révolution, on a des outils assez faciles à utiliser, plus trop chers, plus trop coûteux, qui nous permettent de faire l'inventaire de la communauté de champignons présents dans un sol grâce à ces empreintes ADN, grâce à ces empreintes génétiques. Et du coup, on fait ce type d'inventaire dans plusieurs forêts du monde. On a des expérimentations aussi bien en Laponie qu'en Alaska, en France qu'en Amérique du Nord ou en Chine, dans les forêts du Yunnan aussi bien que dans les forêts de Papeete de Tahiti. On a comme ça toute une série de programmes, de projets qui sont en cours pour inventorier, recenser, grâce à ces outils de la génétique, recenser la diversité des champignons, voir comment ils s'assemblent, voir comment ils évoluent avec l'âge de la forêt et l'âge des arbres. Comment les champignons mycorhiziens interagissent-ils avec les arbres? Alors, si je devais résumer de façon assez caricaturale le processus de symbiose entre les arbres et les champignons. Donc là, on parle de champignons ectomycorhiziens ou chez les arbres fruitiers, de champignons endomycorhiziens arbuscules. On reviendra peut-être après sur la définition des deux grands groupes de champignons. Mais dans les deux cas, la symbiose peut se résumer à un troc, à un échange à bénéfice mutuel. D'un côté, on a le champignon. Quand je dis le champignon, c'est vraiment le réseau de filaments fongiques qui est dans le sol, qui explore la moindre anfractuosité du sol. Et puis, c'est cette chaussette de champignons autour de la racine et qui pénètre également dans la racine. Donc là, on a un flux, un mouvement d'éléments nutritifs, d'éléments minéraux, azote, phosphate, potassium, plus des microéléments qui sont absorbés dans la tisane du sol, transportés le long des filaments jusqu'à la racine mycorhizée. Là, une bonne partie des éléments nutritifs sont transférés à la plante pour stimuler sa croissance. Et en fait, ce travail, entre guillemets, il est rétribué, entre guillemets, par des sucres qui sont fournis par la plante. L'arbre, qui est une formidable machine à fabriquer des sucres, grâce à la photosynthèse, à peu près 25%, dans certains cas jusqu'à 30% des sucres fabriqués par l'arbre, qu'on appelle les photoassimilats, donc les sucres, c'est-à-dire le glucose, le saccharose, eh bien,
qui sont accumulés dans les racines sont transférés aux champignons pour alimenter la machine fongique. Ça lui permet de construire son réseau, de respirer, de vivre. Donc on a bien un flux. D'un côté, les éléments nutritifs NPK qui vont du sol vers la plante par le biais de ce réseau de champignons, et de l'autre, on a le carbone, les sucres, qui vont de la plante vers le champignon. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est une symbiose, c'est-à-dire une interaction pérenne, durable, à bénéfice mutuel. Quels sont les principaux avantages pour les arbres d'établir une association symbiotique avec des champignons mycorhiziens? Alors, les avantages de la symbiose mycorhizienne, ils sont multiples. Hein. En fait, cette symbiose, elle est aussi ancienne que les plantes terrestres. Il y a 450 millions d'années, quand les premières plantes ont colonisé les continents, elles l'ont fait grâce à la présence de ces champignons. Donc, on l'a déjà précisé, hein, l'impact majeur, l'effet primaire de ces symbioses mycorhiziennes, c'est de stimuler la nutrition des plantes. C'est vraiment une symbiose trophique, elle alimente la plante. Mais elle a aussi bien d'autres effets positifs, cette symbiose mycorhizienne. Le fait qu'il y ait la chaussette de champignons autour de la petite racine, eh bien, ça fait une barrière physique, ça va la protéger contre la multitude d'herbivores voraces qui sont dans le sol, les vers nématodes, les acariens, les pseudoscorpions, la multitude d'araignées, tous ces bestioles qui vivent dans le sol, qui participent de la vie du sol, hein, bien sûr. Eh bien, ils se nourrissent, ce sont des herbivores. Dans un premier cas, ce sont des herbivores, mais c'est également des fongivores. Ils se nourrissent de ce mycélium. Dans le cas, ce mycélium, en entourant la racine, il protège la racine des agressions extérieures. En plus, on a pu montrer que la présence du champignon stimulait les défenses de la plante et ça la protège contre les parasites. Le fait que le champignon mycorhizien, en fait, il stimule les défenses immunitaires de l'arbre et ainsi il protège la plante d'agressions par des parasites variés, les rouilles, le isoïdium, etc. Et puis il y a un dernier facteur qui est extrêmement important, surtout aujourd'hui, c'est que ces plantes, non content qu'elles améliorent la nutrition minérale, elles améliorent la nutrition de l'eau, l'alimentation en eau, l'absorption d'eau. Ce réseau mycélien absorbe également l'eau qui est rapatriée vers la racine. Et en plus, la présence du champignon modifie la capacité, l'efficience, on appelle ça, l'efficience d'utilisation de l'eau. Et un arbre qui est mycorhizé, eh bien, il tolère bien mieux la sécheresse. Donc aujourd'hui, on a un programme de recherche ici qui vise à essayer de trouver certains champignons particulièrement efficaces dans l'amélioration, dans la résistance à la sécheresse des arbres. Et on espère ainsi identifier quelques partenaires fongiques qui pourraient être domestiqués pour améliorer la résistance des arbres à la sécheresse. Comment voyez-vous l'arbre? Comment je vois les arbres? Là, c'est vraiment la bonne question. Là, on est au pied de jeunes séquoias qui ont été plantés il y a un peu plus de 150 ans, qui sont des arbres énormes, gigantesques. Et donc, comment je vois les arbres? Je suis humble devant les arbres. Ce sont des organismes extraordinaires. Ce sont des arbres, ces arbres, ils ont colonisé la planète il y a 330 millions d'années. Les premières forêts sont apparues il y a déjà plusieurs centaines de millions d'années. Donc, ils ont traversé des ères géologiques, ils ont traversé des changements climatiques nombreux, et ils sont toujours là sur notre planète, et je pense qu'ils seront encore là dans 300 millions d'années, peut-être nous, on ne sera plus là. Donc, en fait, pour moi, les arbres, c'est des êtres extraordinaires, gigantesques, parfaitement adaptés à la planète Terre, à notre biosphère, qui ont une multitude de capacités, de résilience, mais ce sont des altérités, c'est-à-dire que ce sont des organismes qui sont très différents des humains. Il ne faut pas essayer de projeter sur ces espèces végétales, sur ces arbres, nos sentiments. En fait, on ne les comprend pas, on comprend mal leur langage, on ne sait pas vraiment comment ils fonctionnent aujourd'hui, malgré près d'une centaine d'années de recherche sophistiquée, pointue sur ces arbres. C'est encore très mystérieux, en fait, la façon dont un arbre en pleine forêt fonctionne. Donc pour moi, ce sont des objets, des êtres vivants, tout bonnement extraordinaires. Et c'est pour ça que je passe ma vie, en fait, à travailler sur ces arbres et le cortège d'êtres vivants qui vivent avec ces arbres, parce qu'en fait, ces arbres, ils ne sont jamais seuls. Ces arbres, c'est les arbres-mondes. C'est toute une série d'univers qui sont emboîtés. On a
Chaque arbre, il héberge, on l'a vu sur son système racinaire, des champignons symbiotiques. Autour des racines et des champignons symbiotiques vivent également tout un cortège de bactéries, de microfaunes. Sur l'écorce des arbres, dans les anfractuosités de l'écorce, vivent des champignons, des levures, des bactéries, des tas de micro-organismes. Et sur les feuilles même, on a ce qu'on appelle la phylosphère, c'est-à-dire l'environnement de la feuille. Sur la feuille vivent des centaines d'espèces de bactéries et de champignons à l'intérieur même des tissus de la feuille, à l'intérieur même de l'arbre, dans ses vaisseaux conducteurs, à l'intérieur même de ses racines, vivent des champignons, des bactéries qui forment tout un monde. Donc aujourd'hui, on essaie de comprendre en fait comment fonctionne cet arbre, ou l'arbre en tant que monde, en tant que univers sur lequel vient se brancher d'autres organismes. Alors on est vraiment très loin de comprendre comment fonctionne cet univers extrêmement complexe. Pensez-vous que les champignons peuvent aider à lutter contre le réchauffement climatique? Est-ce que les champignons peuvent aider à lutter contre le changement climatique? Évidemment, c'est la grande question qui nous est posée aujourd'hui, hein, et une grande partie des recherches qui sont conduites aujourd'hui dans ce centre de recherche, mais un peu partout dans le monde, visent à répondre à cette question-là. Comment les champignons peuvent aider les arbres, les plantes, plus généralement, à s'adapter au changement climatique, atténuer les effets néfastes du changement climatique. Alors là, il y a plusieurs facteurs où les champignons peuvent intervenir. D'abord, rappelons que les arbres sont de formidables capteurs de gaz carbonique, de CO2. Donc en fait, grâce aux arbres, les arbres immobilisent une bonne partie du carbone, du CO2 de l'atmosphère, du surplus de CO2 de l'atmosphère, dans leur bois, dans leur corps. Et donc là, le fait que les champignons mycorhiziens stimulent la croissance des arbres, que les arbres sont beaucoup plus gros, et les forêts sont en meilleure santé, grâce à la nutrition améliorée, rien que ça a un effet majeur. Ces champignons-là participent de la nutrition des arbres et de ce fait favorisent la croissance, l'installation de la forêt. Donc ça, c'est quand même un effet majeur. En plus, quand l'arbre meurt, une bonne partie de son gaz carbonique, du CO2 qu'il a assimilé par la photosynthèse, sous forme de sucre, est immobilisé dans le bois. Donc là, les champignons décomposeurs vont avoir un rôle extrêmement important. Il faut qu'ils ne décomposent pas trop vite le CO2, sinon il risque d'être libéré. Donc plus le bois, plus les détritus végétaux restent dans le réseau de champignons du sol et circulent dans le réseau de champignons du sol, eh bien, il est immobilisé dans le sol. Le sol est un excellent piège à CO2. Donc ça, c'est des effets extrêmement importants. C'est pour ça qu'on essaye de stimuler la croissance des arbres, qu'on essaye de planter plus d'arbres. Et je pense que même avant de planter plus d'arbres, préserver les forêts qui existent. La grande forêt sibérienne, la taïga, la forêt tropicale, il faut les protéger absolument parce que ce sont des pièges à CO2 formidables qui nous aident en fait à lutter contre le changement climatique. Et puis après, au niveau de chaque arbre, au niveau de chaque individu, donc en fait, les champignons, et en particulier les champignons symbiotiques, évidemment, ils ont un rôle aussi clé dans l'adaptation des arbres au changement climatique, et en particulier à la fréquence accrue des sécheresses. Donc ces champignons symbiotiques, une fois qu'ils sont installés sur le système racinaire, encore une fois, ils participent d'une meilleure nutrition, donc l'arbre est en meilleure santé, il est mieux à même de se défendre contre les différents stress pathogènes variés et divers, mais également vis-à-vis du manque d'eau et de la sécheresse. Malgré tout, on a pu montrer que certains champignons symbiotiques étaient particulièrement efficaces pour améliorer la nutrition de l'eau. Quand ces champignons-là sont sur le système racinaire, eh bien en fait, ils protègent la racine de la sécheresse et ils sont même capables de stimuler les mouvements d'eau entre le sol et la racine, et ainsi d'améliorer ce qu'on appelle l'efficience d'utilisation de l'eau chez les arbres. Et donc, il est clair qu'un arbre bien mycorhizié, il sera mieux à même d'assimiler l'eau, d'aller chercher l'eau dans les profondeurs du sol, et puis surtout d'être plus résilient, plus résistant vis-à-vis des sécheresses. Pensez-vous que la recherche sur les champignons peut aider l'agriculture? Évidemment, là, on a une question clé pour un institut comme l'Institut national de la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE. Comment ces champignons-là peuvent aider les plantes à mieux pousser, et donc est-ce qu'ils sont bénéfiques à l'agriculture?
Eh bien, il y a beaucoup de projets qui sont développés aujourd'hui à l'INRAE qui ressortent de l'agroécologie. Comment mieux maîtriser l'écologie des forêts, comment mieux maîtriser l'écologie des cultures, de manière à éviter des intrants trop importants, l'utilisation de phytosanitaires, etc. Donc il y a beaucoup d'équipes de l'INRAE, mais encore une fois, c'est dans beaucoup de centres de recherche à travers le monde, où on cherche à utiliser ces champignons mycorhiziens pour améliorer la croissance des plantes. Alors pas uniquement les arbres, hein, mais aussi les champignons endomycorhiziens à arbuscules, qui sont très fréquents sur les arbres fruitiers, mais qui sont surtout sur les plantes d'intérêt agronomique, comme les céréales, le blé, l'orge, le riz, le maïs. Ils ont un groupe, ils interagissent, ils dialoguent avec un groupe de champignons symbiotiques particuliers qu'on appelle les champignons endomycorhiziens à arbuscules. C'est un très vieux lignage de champignons, c'est probablement parmi les plus vieux champignons terrestres, qu'on appelle les gloméromycètes. C'est des champignons très primitifs. Ils ne forment pas de fructification, on ne les voit pas, mais ils sont omniprésents dans les sols. Et surtout, c'est eux qui colonisent 90% des plantes d'intérêt agronomique. Toutes les plantes des prairies sont colonisées par ces champignons symbiotiques et les aident à se nourrir, hein, comme les champignons mycorhiziens des arbres en forêt. Eh bien, ces champignons endomycorhiziens à arbuscules, participent de la meilleure nutrition azotée, de l'eau, etc., des plantes d'intérêt agronomique. Donc on essaye aussi là de maîtriser, de domestiquer ces symbioses à champignons endomycorhiziens pour mieux faire pousser les plantes d'intérêt agronomique, pour mieux faire pousser la vigne. Donc il y a plusieurs programmes de recherche comme ça qui sont développés de manière à utiliser plutôt ces symbioses mycorhiziennes, un peu comme des engrais verts, à la place de NPK qu'on apporte sous forme d'engrais, et puis surtout que ces champignons protègent la plante ils sont en meilleure santé, ils ont une meilleure nutrition, donc ils sont moins sensibles aux parasites. Et de ce fait, on utilise moins de phytosanitaires. Parce que ce qui est catastrophique pour les chercheurs sur les champignons, c'est les fongicides. Parce qu'en fait, quand l'agriculteur il apporte des fongicides sur son champ d'orge ou de blé pour se protéger des septorioses, des rouilles et d'une multitude de champignons parasites, il élimine en même temps les parasites, mais il élimine toute la flore, la microflore fongique de champignons symbiotiques. Donc il faut arriver à trouver un bon équilibre, protéger les plantes sans apporter trop de fongicides, de manière à préserver cet équilibre délicat entre les symbioses mycorhiziennes du sol et les racines. Et je pense qu'en favorisant cette agroécologie, on aura une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Comment favoriser les champignons mycorhiziens pour nos cultures? Alors là, c'est des programmes assez délicats à mettre en œuvre, hein, parce qu'en fait, dans un écosystème respectueux de l'environnement, où on n'a pas apporté de fongicides, il y a déjà une microflore présente partout autour de nous, dans tous les coins de la planète, à part quelques lieux bien particuliers comme les marécages, partout il y a des champignons mycorhiziens. Donc l'agroécologue, l'agriculteur respectueux de l'écologie, s'il veut apporter un champignon particulier, un champignon mycorhizien particulier, domestiqué, qu'il a sélectionné parce qu'il était particulièrement efficace pour promouvoir la croissance de la plante ou particulièrement efficace pour protéger la plante de la sécheresse, quand il va introduire ce champignon mycorhizien sous forme de symbiote sur le système racinaire, il y a de grands risques en fait que ce champignon domestiqué, introduit et sélectionné, dans les conditions naturelles, très rapidement, il rentre en compétition avec la microflore locale, avec les autres champignons mycorhiziens locaux, et qui soient éventuellement éliminés et déplacés, ou qui se fondent en fait dans la communauté qui préexiste. Donc c'est pas simple en fait de sélectionner d'abord un champignon mycorhizien sur des critères particuliers. C'est pas simple de le produire en grande quantité pour faire un inoculum dont la composition est idéale pour le maintien de la survie du champignon, apporter cet inoculum sur le système racinaire et faire que tout ça s'installe, se développe dans le champ. Donc on a conduit ce type d'expérimentation, en particulier en forêt. On sait mycorhizer des arbres, on sait installer ces arbres mycorhizés en forêt, mais très souvent, ils sont éliminés par la compétition. Donc ça va être un travail de longue haleine pour le forestier
pour l'agriculteur de sélectionner ces champignons, de les introduire, et puis d'essayer de trouver un équilibre entre la microflore locale et la microflore introduite, sélectionnée sur des critères particuliers pour promouvoir la croissance des espèces qui sont présentes dans le champ. Donc c'est tout un travail qui est en train d'être conduit. Il suffit pas de trouver le bon champignon et de le mettre sur le système racinaire, quoique ça, c'est pas si simple que ça. Domestiquer la mycorhize, faire ce qu'on appelle la mycorhisation contrôlée, c'est un travail de longue haleine qui peut prendre 10 ou 20 ans. Mais en plus, il faut que l'exploitation, il faut que le dispositif soit conduit de façon raisonnée, écologique, de manière à respecter les équilibres. Il est hors de question de venir avec un champignon bien particulier et de l'introduire massivement sur l'expérimentation, sur l'exploitation. Ça n'aurait pas de sens. On est là pour essayer de respecter les équilibres. Donc il faut que le champignon sélectionné, on le favorise. Il ne faut pas qu'il déplace les communautés qui existent. On ne veut pas d'espèces invasives qui viendraient perturber complètement le dispositif. Donc il faut arrêter l'apport massif d'intrants, NPK sous forme d'engrais, ça élimine la symbiose. Il faut éliminer les fongicides, si possible. Et puis après, il faut introduire plutôt un mélange d'espèces de champignons mycorhiziens, chaque espèce de ce mélange, de cet inoculum, ayant des propriétés particulières, apportant quelque chose de particulier à la plante. C'est uniquement dans ces conditions-là, écologiques, qu'on va pouvoir installer, à travail de longue haleine, une exploitation où on aura petit à petit une communauté de champignons symbiotiques à l'équilibre, avec des proportions équilibrées et variées des différents facteurs, des différents partenaires. Et c'est seulement là que les plantes vont retrouver quelque chose qui est proche des conditions naturelles. Il y a un équilibre qui s'est établi au cours de millions d'années entre la communauté végétale et la communauté de champignons. On se trouve au cœur du centre de recherche de l'INRA. Merci beaucoup à Francis pour toutes vos explications et vos recherches. Donc là, on vient de voir que le champignon mycorhizien, même le champignon de manière générale, était indispensable aux arbres, aux écosystèmes et à la vie sur Terre. Donc là, Francis Martin a écrit un livre sur le sujet. On mettra les détails en dessous de la vidéo. Oui, ce que j'ai essayé de faire en fait ces dernières années, c'est de transmettre en fait toutes ces connaissances sur le monde des champignons, sur leur interaction avec les arbres, sur leur rôle en forêt, de manière à toucher le plus grand nombre de nos amis. Et en fait, il y a 3 livres qui sont sortis là récemment, depuis 2019. Le premier s'intitule « Sous la forêt ». On a besoin d'alliés pour survivre. Et là, c'est le premier volume, le premier chapitre qui décrit en fait l'interaction mycorhizienne, les symbioses entre les arbres et les champignons. Le deuxième, c'est beaucoup plus pessimiste, c'est les arbres aussi font la guerre. Et là, ça traite des processus, des mécanismes que les arbres ont développés au cours de l'évolution pour se défendre contre les herbivores, contre les insectes, contre les maladies, contre le changement climatique. Et puis tout récemment, j'ai eu la chance de pouvoir sortir un livre avec les éditions de la Salamandre, qui est un abécédaire. Et là, en 26 lettres, en 26 chapitres, je traite des différents aspects de la forêt, aussi bien des champignons que des arbres, que des insectes, pour montrer toutes les interactions entre les vivants qui peuplent la forêt. Dans les 3 livres, en fait, j'ai essayé de les écrire de façon très simple, de manière à pouvoir vulgariser toutes ces connaissances. Et donc, en lisant ces livres, vous êtes vraiment sur le front de science, et à la fin de la lecture, vous saurez tout sur les forêts, les champignons, et tout le monde qui vit dans les sous-bois ou sur les arbres. Donc, n'hésitez pas à aller lire les livres de Francis, et on se dit à bientôt les permapotes.